Merci mes chers collègues, merci Monsieur le Président. J'utilise à dessein cette expression pour insister sur le S de vos présidences. Vous êtes président de la région, c'est votre première vraie session que vous avez organisée et on vous l'a dit, nous adhérons à votre volonté de moderniser la nature de nos travaux sans hésitation. Vous êtes également le président de Mégalis. Moi, je me réjouis que vous preniez ce sujet à bras-le-corps. Il était temps. Depuis 2 ans, le sujet était en jachère. Et puis, vous êtes le président d'un groupe majoritaire, l'Alliance progressiste, socialiste, démocrate, à moins que ce ne soit démocrate, progressiste, socialiste de Bretagne. Alors, c'est la première fois que je vois un président de région, de département ou un maire également présider le principal groupe majoritaire. C'est pas pour rien. C'est parce que vous étiez le seul en mesure de le faire, vu la diversité de la composition de ce groupe, qui associe des socialistes meurtris, qui associe des En Marche explicites, donc qui associe très clairement des victimes et des bourreaux. Les victimes des élections dernières, il y avait 22 députés socialistes en Bretagne sur les 27. Il n'y a plus aucun membre du nouveau groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Les bourreaux, c'est-à-dire ceux qui l'ont emporté. Ou si on file une autre métaphore que j'ai déjà utilisée, les cocus et les coquins, ceux qui ont été les victimes de cette affaire et ceux qui l'ont emporté. D'habitude, tout cela se règle, ou se réglait au grand siècle, par un duel. Ici, nous ne sommes plus au grand siècle, nous n'aurons pas de duel, mais nous aurons des dagues. Des dagues qui sortiront au fil des mois, quand il s'agira de prendre des positions à l'égard du gouvernement, quand il s'agira également de prendre des positions à l'égard de municipalités importantes, et j'ai lu dans la presse que certains déjà regardaient du côté de Rennes. Donc vous présidez ce groupe. Ça ne me va pas tout à fait parce qu'un président de région, ça doit être au-dessus des groupes. C'est normal qu'il appartienne à une famille politique, c'est normal qu'il soit fidèle à cette sensibilité, il n'empêche qu'il doit être au-dessus de tout ça. Et j'espère que vous le resterez. Je voudrais exprimer l'inquiétude des Bretons, l'impatience et parfois la colère. Inquiétude, vous l'avez dit, sur les évolutions financières. 450 millions d'euros de crédits en moins pour les régions. C'était la contrepartie modeste, les calculs initiaux étaient bien de 900 millions, de la compétence économique, c'est-à-dire de la principale compétence en cette période de crise. Cela nous est retiré, cela fait 28 millions en moins. Je me réjouis, Monsieur le Président, que vous ayez accepté de vous associer au boycott de l'ensemble des présidents de région, toutes sensibilités confondues, pour dire votre irritation. Inquiétude également sur les emplois aidés, vous l'avez dit. Ça touche la question de l'enseignement, ça touche la question du social, mais on l'a peut-être moins dit, c'est tout le monde de la culture, le monde des sports qui risque d'être impacté. Notre vie associative, l'un des piliers de la convivialité bretonne, est directement atteinte. Inquiétude aussi sur le logement, vous l'avez dit, en insistant en particulier sur le domaine des HLM. Alors le gouvernement est remarquable. Il abaisse l'APL et il dit aux locataires d'HLM, ne vous inquiétez pas, vos loyers baisseront d'autant. À part que si les loyers baissent, ça veut dire que les recettes des HLM diminuent, ça veut dire que les investissements pour la construction diminuent, et ça veut dire que la vraie victime, c'est celui qui tape à la porte pour obtenir un logement. Et ça, c'est tout à fait redoutable. Mais il n'y a pas que cela dans le domaine du logement. On a envisagé à un moment de supprimer le prêt à taux zéro. Alors on ne le supprime pas tout à fait, mais on le réduit très largement. Et tout ça impacte en particulier le monde rural. Le breton aspire à accéder à la propriété. Le prêt à taux zéro est un élément majeur permettant d'accéder à la propriété. Et ceci est atteint. Et puis également, le Pinel, c'est-à-dire la faculté donnée à des investisseurs d'être encouragés à investir pour faire du locatif, là aussi, tout était fait depuis les derniers mois de l'ancien gouvernement
et je m'en étais réjoui, j'étais à l'initiative de cela avec d'autres, pour étendre le Pinel, et il est très restreint désormais aux métropoles. C'est-à-dire qu'on va creuser l'écart d'aide publique entre deux fractions du territoire breton. Les métropoles, qui bénéficieront encore, et le reste du territoire, qui n'aura plus ces avantages. Ceci, clairement, nous inquiète. Inquiétude aussi sur l'agriculture. Alors, on nous a beaucoup parlé des États généraux. Et il fallait le faire, et c'était très urgent. Et on a fait des réunions durant l'été. Et hier, le président de la République nous dit « Donnons-nous le temps. Nous sommes en crise. » Il n'empêche que le président a estimé nécessaire de prendre du temps. Ce n'est pas ce que nous avions compris au départ. J'ai d'ailleurs constaté que ce temps accordé à tout le monde, y compris à la grande distribution, a soulagé Michel-Édouard Leclerc. C'est l'expression qu'il a utilisée lui-même. Pendant ce temps-là, hélas, il se passe des choses. Et nous avons pu constater au cœur de l'été un véritable hold-up sur les primes PAC dont bénéficiaient jusqu'à présent nos agriculteurs. Ils vont perdre, du fait des décisions qui ont été énoncées cet été, l'équivalent de 300 millions d'euros. Soyons plus concrets encore. Je prends une exploitation laitière moyenne, 74 hectares, 60 vaches, un peu moins de 2 personnes, 2 actifs. Cela représente pour cette exploitation une perte de 2 500 euros par an, alors même que son revenu en 2016 était inférieur à 7 000 euros. Voilà les conséquences prises discrètement, subrepticement durant l'été. Voilà ce qui a été masqué par les États généraux de l'agriculture. On se demande parfois si les États généraux de l'agriculture n'ont pas pour volonté de masquer ce type de choses. Inquiétude également sur ce qui nous anime, notre groupe, et j'en suis convaincu bien au-delà, la Bretagne à 5. On avait des aspirations sur la Bretagne à 5. On a maintenant des inquiétudes. Vous savez que la Cour d'appel de Rennes a normalement dans son ressort la Bretagne historique, c'est-à-dire la Bretagne comportant la Loire-Atlantique et Nantes. Loire-Atlantique qui représente un tiers de son activité à peu près, puisque c'est le plus gros département, bien évidemment. Il est à craindre, puisque maintenant on veut réorganiser les cours d'appel par grande région, que la Loire-Atlantique lui soit retirée. J'aimerais, Monsieur le Président, que vous agissiez là-dessus. On a une opportunité. On a pour une fois au sommet un des 4 personnages principaux de l'État, le président de l'Assemblée nationale, qui très explicitement nous a affirmé son adhésion, et je veux bien le croire pour avoir été associé avec lui dans des combats de cette nature, son attachement à la Bretagne à 5. Défendons notre Bretagne comme nous devons la défendre sur nos équipements scolaires. Je pense à l'école maritime de Saint-Malo. Une question sera posée par Claire Rinmer tout à l'heure. Et nous souhaitons, j'oserais dire, nous exigeons un soutien unanime de notre Assemblée pour que cette école d'enseignement supérieur maritime soit maintenue. Je veux bien croire que Le Havre est une ville importante, qu'il y a des personnages considérables à Vraie qui sont à Matignon. Il n'empêche que nous sommes attachés à Saint-Malo. Inquiétude, mais aussi impatience. Alors là, je reviens au très haut débit et à Mégalithe. Vous avez pris la présidence très bien. Il n'empêche qu'il s'était passé peu de choses ces derniers temps, en dépit des efforts que je ne nie pas de notre collègue Guénégambuy. Qu'est-ce qui se passe? On nous parle toujours, en l'état, de 2030. Mais le gouvernement a pris, lui, des engagements qui sont maintenant très explicites en termes de calendrier. Puisque le ministre de Normandie très clairement l'a dit, 2020, 8 mégas pour tous, 2022, 30 mégas, c'est-à-dire le très haut débit pour tous, 2025, la fibre pour tous. Par rapport à ces engagements nationaux, nous sommes toujours en 2030. C'est-à-dire que nous risquons de prendre du retard par rapport à toutes les régions. Pendant longtemps, on a dit cocorico, et là, on constate que nous sommes à l'arrière du peloton. La Bretagne n'a pas le droit d'être en retard sur les autres. Sur le très haut débit aussi, incertitude financière. Notre groupe s'est rendu en Hauts-de-France. On constate là-bas que les choses vont beaucoup plus vite. Et on constate également là-bas, je vous invite à auditionner Christophe Coulon, qui est le vice-président chargé de ces questions, que les choses non seulement vont moins vite, mais sont moins chères.
il faut se poser des questions. Peut-être qu'ils ont utilisé d'autres outils. Peut-être qu'ils ont su mettre en concurrence d'autres partenaires. Peut-être qu'ils ont su, ce que nous n'avons pas su faire, associer la Caisse des dépôts à leur projet dès le départ. Autant d'éléments dont nous pourrions nous inspirer. Impatience également sur les questions de santé. Nous le disons à chaque fois. Mais nous avions entendu la dernière fois, Monsieur le Président, que vous disiez, je cite très exactement vos propos, en session d'octobre, nous aurons le document final dans le cadre du schéma régional de santé et on rajoutera nos préconisations et donc les actions, etc. Rien, pas même un rapport, pas même un bordereau. C'est-à-dire que l'État va prendre des décisions qui peut-être vont dans le bon sens, je ne les juge pas, a priori, pour étendre les zones prioritaires, les déserts médicaux, de façon à éviter qu'ils ne se développent. Mais là, nous n'avons rien à dire puisque nous n'avons pas de politique. Je regrette que nous soyons inactifs sur un des sujets qui préoccupent le plus nos concitoyens. Inquiétude, mais aussi impatience. Impatience sur le domaine de l'apprentissage. Nous vous avions alerté lors du BP. Bernard Marbeuf et d'autres nous avions dit, c'est pas sur l'apprentissage qu'il faut baisser les crédits. Vous les aviez baissés. Vous rendez hommage à votre opposition, cette fois-ci, puisque vous les rétablissez. Bien. Pour une fois, c'est mieux. Il n'empêche que nous sommes, sur les 13 régions métropolitaines, la 12e région en termes d'apprentissage, avec seulement 4,4% des jeunes de 16 à 25 ans qui sont en apprentissage. Nous aurons un rapport, très bien. Je regrette que ce rapport fasse l'impasse sur un certain nombre de sujets, en particulier sur l'hébergement des apprentis. Sujet pourtant majeur. Colère aussi de nos concitoyens, après l'inquiétude. Colère sur le transport collectif. J'ai avec moi des extraits de la PQR sur les problèmes de transport collectif durant tout l'été. À l'évidence, on n'avait pas ces soucis-là il y a quelques mois. À l'évidence, aujourd'hui, on a non seulement des retards, mais un service qui se dégrade et des horaires qui ne sont pas dignes de ce qu'attendent nos usagers compatriotes bretons. Je souhaiterais que l'on soit plus exigeant, en particulier à l'égard de la SNCF là-dessus. Il n'y a aucune raison que nous prenions du retard. Je parle là de Questembert, de Redon, de Quimper, de Saint-Malo, de Plouarette, de Saint-Brieuc, etc., etc. Soyons exigeants à l'égard de la SNCF. J'ai pu constater que les cadres supérieurs de la SNCF gagnaient très bien leur vie, me semble-t-il. Je crois qu'on peut raisonnablement être exigeant à leur égard. Sur le transport, on a aussi un autre sujet qui est celui du transport individuel. Notre gouvernement prévoit une augmentation très sensible du prix du gasoil. 7 centimes par an pendant 5 ans. J'ai fait le calcul. Je prends l'exemple d'un couple. Chacun travaille à 30 km de son domicile. Puis ils ont des enfants, il faut donc les acheminer le samedi, le dimanche, au sport, que sais-je. Pour ce couple, 30 km de son domicile, il y a des milliers, des dizaines de milliers de Bretons dans ce cas. Le coût du gasoil, l'augmentation du gasoil, 7 centimes par an, c'est à la fin une surcharge de 2 000 €. 1980 exactement. Voilà le coût, et je prends l'exemple de quelqu'un qui a un véhicule tout à fait moyen, tout à fait ordinaire. En augmentant le prix du gasoil, en ayant un service de transport en commun qui se dégrade, objectivement, c'est un mode d'habitat breton que nous condamnons. Les Bretons ont aspiré à avoir une maison individuelle, à avoir un jardin, à avoir de l'espace. Ils admettent qu'il faut circuler, mais encore faut-il que le coût de ce transport ne soit pas excessif. 1 minute, il vous reste. Oui, mais je termine, Monsieur le Président. Excusez-moi. En vous redisant que pour un certain nombre de bordereaux de cette DM, nous n'aurons pas d'opposition. Il y a des éléments de détail, et puis des éléments dont nous avons déjà débattu ensemble. Mais ce que je regrette surtout, ce que nous regrettons, c'est que cette DM, volontairement, n'aborde pas un certain nombre de sujets majeurs qui sont les préoccupations des Bretons d'aujourd'hui, dans le domaine du transport, je l'ai dit, dans le domaine du logement, je l'ai dit, et j'ai noté également que vous l'avez dit vous-même, et également dans le domaine de l'Internet et du très haut débit. Chaque jour, autant que nous sommes, quelles que soient nos sensibilités, nous sommes alertés sur cette question,
Et nous restons quoi? Parce que la réponse n'est pas encore à la hauteur des demandes de nos concitoyens. La Bretagne n'a pas le droit d'être en retard. On ne lui demande pas nécessairement de donner des exemples et des leçons à tout le monde, mais on lui demande en tout cas d'être à la hauteur des préoccupations des habitants de notre belle région.